BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et oui, parce qu'après les élections présidentielles et en attendant législatives, on a beaucoup de questions sur la nouvelle politique patrimoniale d'Emmanuel Macron. Bonjour José Fernandez. Bonjour Sam. Directeur de l'offre financière de l'UFF. Quel regard vous portez, vous, du côté de l'UFF, sur l'approche patrimoniale d'Emmanuel Macron? Alors c'est intéressant parce qu'il y a des sujets qui ont été très peu évoqués pendant la campagne et qui mériteraient d'être un peu précisés, puisque aujourd'hui, si on s'en tient aux mesures générales, on a la direction, mais on a un petit peu de mal encore à définir si ça aura des impacts. Vous voulez dire, à chaque fois, on a le cadre, mais il manque beaucoup de précision. Exactement. Et puis ça nécessite aussi une analyse complémentaire avant de se positionner. Bon, il y a malgré tout, comme vous le dites, quelques cadres qui sont là, qui sont posés sur la table et avec lesquels il va falloir composer. Il y a d'abord, concernant l'ISF, des choses. Il y a également, concernant la flat tax, des choses à dire. Si on commence par l'ISF, on le raye d'un trait de plume, on reprend de nouvelles lettres et on crée l'IFI. Alors ça, c'est une des annonces qui a été le plus commentée, effectivement. On va passer de l'impôt sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière, si c'est bien son nom définitif qui va être validé. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas taxer tout ce qui est productif, et ce qui signifierait que l'immobilier serait non productif, d'accord ? Alors il y a plusieurs questions qui se posent, si est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de l'immobilier. Alors l'immobilier résidentiel, sa résidence principale, oui, mais est-ce qu'un investissement locatif qui permet d'aller proposer un bien à un locataire et desquels on tire des revenus est considéré comme non productif? Bon, a priori, c'est inclus. Est-ce qu'il faut tenir compte de tout ce qui est placement collectif en immobilier, les SCPI? Ça, c'est des questions qui restent à préciser, mais il est clair que si jamais vous n'avez que de l'immobilier dans votre patrimoine, vous continuerez à payer a priori le même ISF. Si en revanche vous n'avez aucun immobilier dans votre patrimoine, vous ne paierez plus d'ISF. Voilà. Bon. Si on prend les deux grands extrêmes. Et puis après, entre les deux, il risque d'y avoir quelques particularités. Du coup, quelle analyse proposez-vous à l'aune de ce qui manque dans ce dossier IFI? Alors d'abord, il faut éviter de se précipiter parce que c'est pas parce que c'est l'immobilier qui va être taxé qu'il faut tout de suite imaginer vendre de l'immobilier pour prendre autre chose. Il va falloir regarder ça de manière beaucoup plus générale. On va en parler juste après avec les aspects fiscaux de la flat tax, cette fois-ci de la fiscalité à l'impôt sur le revenu. Vous savez qu'il y a une grande partie de nos contribuables qui sont imposés à l'ISF parce que leur résidence principale a pris de la valeur, qu'ils n'ont plus de crédit dessus et que mécaniquement ils sont rentrés dans la tranche qui va bien. Comme on ne modifie pas les tranches et qu'on ne modifie pas ce système-là, effectivement il y a encore toute une frange de la population qui de fait va payer l'ISF sur sa résidence principale, par exemple. Donc c'est un peu trop tôt encore pour en tirer des conclusions ou des possibles stratégies à mettre en œuvre. Alors justement, l'autre gros dossier, c'est cette flat tax, 30% sur les revenus des placements. Là encore, il y a beaucoup de questions. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions. Bon, l'idée générale, on la comprend bien, c'est de mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire l'ensemble des placements, y compris l'assurance vie. On va y venir. Il reste quand même un point à valider, c'est que moi j'ai lu parfois qu'on parlait de revenus fonciers inclus dans cette mesure et parfois pas, ce qui serait plus cohérent avec la mesure précédente, c'est-à-dire d'un peu plus taxer l'immobilier, ce qui est pas productif, ce qui est pas liquide, et de promouvoir beaucoup plus, on va dire, les actions ou ce qu'on appelle le patrimoine productif. Ça reste à préciser. C'est un élément assez important parce que ça, pour le coup, ça risque d'être assez clivant entre je loue un immobilier ou je veux tirer des revenus de mes placements. Dans les autres cas, on va avoir finalement deux grands impacts. Le premier, c'est que on va aligner les valeurs mobilières hors du PEA qui, lui, va continuer à avoir ses avantages fiscaux avec l'assurance vie au-delà de 8 ans. Et ça, c'est un peu la mesure qui a été le plus discutée. C'est-à-dire que au-delà de 150 000 euros de versement sur votre contrat d'assurance vie, ce qui est en fait le plafond du PEA, donc il y a quand même une cohérence, vous seriez taxé à 30%, prélèvements sociaux inclus, alors qu'aujourd'hui, finalement, jusqu'à environ 4 600 euros pour une personne seule, vous n'êtes pas taxé, et au-delà, vous êtes taxé à 23. Donc c'est quand même une différence assez importante, bien sûr, qui fait que peut-être vous allez vous poser la question de savoir si vous allez dans l'assurance vie ou en dehors de l'assurance vie. Bon, il faut savoir d'abord que l'assurance vie, elle a bien d'autres intérêts que l'aspect fiscal. Elle a même un intérêt principal qui est l'aspect de transmission avec les bénéficiaires, etc. Donc est-ce que ça va être une mesure qui va pousser les gens à ne plus investir? On n'y croit pas beaucoup. Ensuite, les valeurs mobilières, c'est bien. Jusqu'à présent, effectivement, on avait des abattements pour durée de détention quand c'était des actions. Donc les obligations étaient un peu le parent pauvre. Aujourd'hui, on réaligne tout ça. Bon, c'est peut-être intéressant pour la dette française, parce qu'on va pousser les gens à acheter un peu plus d'obligations, mais compte tenu des rendements aujourd'hui des obligations, finalement,
est-ce que mon immobilier surtaxé me rapporte pas plus que mes obligations à un taux peut-être assez ridicule. Donc c'est quand même beaucoup de choses à mettre en perspective. Il ne faut pas regarder uniquement la mesure fiscale en tant que telle. On le sait, la fiscalité ne doit pas être l'objectif principal d'un placement, hein. C'est bien au-delà. Mais on voit bien qu'il y a des effets de bord qu'il va falloir un petit peu plus analyser dans le détail. D'autant que certaines ingénieries patrimoniales se feraient fort de segmenter les détentions immobilières en part de SCPI si elles n'étaient pas dedans ou... Ça pourrait. Alors si les SCPI qui sont un produit financier en fait au sens de l'AMF effectivement est exclu, ce qu'on comprendrait très peu, hein, parce qu'une SCPI c'est 90-95% d'immobilier physique, donc il n'y aurait pas de sens, mais on ne sait jamais, on peut passer à travers les mailles du filet. Oui, là on aurait effectivement une espèce de basculement qui pourrait se faire, sachant que la collecte sur les SCPI est déjà très importante. Donc aujourd'hui, on limite notre regard patrimonial à cette IFI et à cette flat tax, ou est-ce qu'il y a d'autres points qui aujourd'hui, et que vous ayez identifié à l'UEFF et qui méritent d'être regardés? Il y a d'autres points. Bon, on ne va pas reparler du prélèvement à la source qui semblerait ne pas être annulé, mais décalé. Donc ça, on en a déjà parlé. Pour le coup, il y aura un impact, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas une mesure de simplification, ça va être une mesure de complexification, hein. On a d'autres sujets également qui concernent l'augmentation de la CSG, l'impact que ça peut avoir sur les revenus, avec la suppression annoncée des cotisations chômage et maladie, en compensation, une augmentation de la CSG. Il faut savoir que cette CSG, elle est non seulement appliquée sur les revenus du travail ou des revenus de remplacement, comme les pensions de retraite, mais c'est aussi appliqué sur l'ensemble des produits de placement. Et là, tout le monde serait concerné. Donc si d'un côté, j'ai une flat tax à 30 qui inclut tous les prélèvements sociaux, en fait, le problème est réglé, puisque cette augmentation, elle est de fait intégrée. Donc elle ne concernera pas les placements. En revanche, si par exemple l'immobilier est exclu, j'ai donc l'immobilier qui va être taxé avec la TMI après quelques abattements, plus les 15,5, plus l'augmentation de 1,7. Et là, on commence à avoir une charge qui peut sensiblement être plus élevée. Et là, on peut commencer à réfléchir à des arbitrages. Donc il va falloir qu'on regarde très précisément quels seront les décrets d'application, puisque ça va donner un peu le sens, en tout cas pour ceux qui veulent détenir du patrimoine, de savoir vers quoi ils veulent se diriger. Donc une fois de plus, le diable va se cacher dans les détails ? Comme d'habitude. Et donc dans ces cas-là, il faut demander à quelqu'un qui a une vision un peu plus globale et un peu plus transverse de nous aider, parce qu'on peut vite prendre des mauvaises décisions concernant ces effets d'annonce. Ça veut dire que aujourd'hui, un épargnant qui nous écoute, il doit d'ores et déjà commencer à dimensionner son patrimoine à ses évolutions à venir. Comment est-ce que vous gérez finalement l'intervalle, le moment actuel justement, pour pas non plus se laisser par exemple piéger, parce qu'on dit toujours rétroactivité ou pas, quelle est la date qui est prise en compte, est-ce que c'est celle du vote, de la présentation à la presse, du projet de loi, il ne se passera rien avant la loi de finances, donc j'ai envie de dire il est urgent d'attendre, hein. Pour l'instant il ne faut surtout pas se presser, c'est un peu l'effet de l'ISF. Certains ont cru qu'il n'y aurait pas des ISF parce que Emmanuel Macron était élu, et en fait l'ISF de cette année il sera payé, et donc on va se retrouver en fin d'année avec une loi de finances qui va nécessiter un vote, et donc avant l'année prochaine il va rien se passer. Donc il faut pas se précipiter. D'abord, la structuration d'un patrimoine, c'est lié à des besoins, c'est lié à des objectifs, c'est lié à une situation patrimoniale, c'est lié à ce qu'on veut transmettre. Donc de toute façon, on peut pas parler de révolution dans ce qui est proposé par le gouvernement. C'est une évolution. On revient à des sujets qui existaient préalablement, hein. Je veux dire, on réinvente pas complètement l'eau chaude. Donc il n'y a pas de transformation. Donc on rebat pas aujourd'hui toutes les cartes de son patrimoine. En revanche, il faut peut-être se rapprocher des hommes de l'art pour savoir comment s'adapter au fil Absolument. C'est exactement ça. Il faut en parler avec un professionnel qui, lui, saura anticiper ce qui va se passer, qui regardera un peu quels sont vos besoins et qui saura prendre les bonnes décisions. La bonne décision, ça peut être de ne toucher à rien. Attention. Eh bien voilà, quelques clés pour mieux comprendre les évolutions à venir de cette politique patrimoniale. Merci beaucoup. Merci. José Fernandez pour l'UEFF. 11h43, toujours en direct. Le CAC 40 en baisse légère de 0,26% aujourd'hui.